tout de suite, on va passer au premier candidat. Son parti a réalisé la surprise aux dernières élections européennes. Ils sont arrivés en tête devant le Parti socialiste. Ils ont même raflé 4 sièges de députés européens en Île-de-France. Elle va tenter de faire mieux au régional. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la tête de liste Europe Écologie en Île-de-France, Madame Cécile Duflot. Un, deux, tout va bien, on a des micros, on peut parler. Alors merci Madame Duflot d'avoir accepté notre invitation. On va commencer tout de suite le 5x5 avec les premières 5 minutes qui seront donc réservées à l'introduction. Si on peut résumer votre programme en une mesure, quelle serait cette mesure? Si on devait retenir une mesure phare, laquelle serait-elle? Alors, d'abord bonjour à tous, merci de m'avoir invité ici. Je déteste cette question, voilà, parce que c'est une très mauvaise question, donc je vais vous répondre par ce qui sous-tend notre projet, pas par une mesure. En l'occurrence, ce qui sous-tend notre projet, c'est la transformation écologique de l'économie. Après, on pourrait illustrer avec beaucoup de choses, avec le pass vert à 65 €, on pourrait illustrer avec les contrats de conversion par filière sur l'ensemble des activités qui doivent connaître une conversion écologique de l'économie, on pourrait parler des 60 lignes de bus express, on pourrait parler des 200 000 logements isolés, mais tout ça, c'est pas une mesure phare ou c'est pas un truc marketing, c'est vraiment la réponse à un cap politique qu'on veut donner à la région et aux politiques de la région. Donc c'est un ensemble global, votre programme. Oui, c'est un cap politique, c'est-à-dire de dire que l'ensemble des moyens et des politiques menées par la région, que ce soit sur les questions de développement économique, de formation professionnelle, sur les questions aussi d'agriculture par exemple, doivent être mises en cohérence les unes avec les autres pour aller vers un cap, je l'ai dit tout à l'heure, la transformation écologique, ça veut dire se donner les moyens de répondre à la crise globale qu'on connaît en agissant dans le champ politique pour mettre en œuvre des solutions nouvelles qui répondent à une situation bouleversée par rapport à celle qu'on a pu connaître au XXe siècle, par exemple. Écoutez, merci pour cette première réponse. Je vous invite tout de suite à tirer un petit papier dans le bocal et je vais vous lire la question. C'est la question un peu surprise. C'est un jeu, en fait, je gagne quelque chose à la fin, c'est ça? Peut-être. La présidence de la région, ça me va. Alors, question. Gérard, 56 ans, est salarié. Il est habitant de la ville de Paris. Il n'a pas du tout envie d'aller voter aux prochaines élections régionales, car il ne se sent pas du tout concerné par ce scrutin. D'ailleurs, il vient d'apprendre, grâce à l'excellent journal des étudiants de l'école de journalisme Mégalopolis, que la ville de Paris lui donne 7 fois plus de budget que la région Île-de-France. Pour lui, le cœur de la décision se passe à l'hôtel de ville. Comment convaincre Gérard d'aller voter dimanche 14 mars? Alors d'abord plusieurs choses. Je pense qu'il est toujours important d'exercer son droit de vote quand on en a la possibilité. Et même si vous avez, certains d'entre vous, évoqué le grand succès d'Europe Écologie lors des dernières élections européennes, c'était 60% d'abstention versus 30% il y a 30 ans. Donc on est quand même dans une situation de crise démocratique aussi qui s'ajoute aux autres crises. Donc je dirais d'abord à Gérard que c'est toujours utile d'aller voter. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la question du budget dépensé par la collectivité par rapport au nombre d'habitants, c'est un élément intéressant de jugement des politiques publiques, mais pas exclusif des autres. C'est-à-dire que de savoir quels effets de levier on utilise, sur quoi on agit, et notamment au niveau de la région, quand on agit à l'échelle de la région, sur des questions aussi centrales que l'orientation du développement économique ou les questions de transport, et les questions de formation, on agit sur des éléments qui sont des éléments extrêmement déterminants. C'est vrai que le budget des départements est très important, il est consacré essentiellement à l'aide sociale, mais pour nous, l'important, c'est d'agir en amont pour essayer d'engager des réformes en profondeur qui changent nos modes de vie, qui améliorent la qualité de vie et qui nous permettent de répondre à la crise. C'est pas seulement, ça se mesure pas seulement en nombre d'euros par habitant, ça se mesure en choix politique et en choix politique en décisions très concrètes. Voilà. Écoutez, j'espère que Gérard aura la réponse à sa question. On va tout de suite passer... S'il est là, je peux lui parler directement. Hein. Non, Gérard n'existe peut-être pas. Je me disais peut-être. On va tout de suite passer aux questions du panel. Je vois qu'il y a des petits problèmes de chrono, mais j'espère qu'on va passer aux questions du panel tout de suite. Alors, question du panel, je crois que Diane a une première question pour Madame Duflot. Bonjour.
Bonjour. Diane, 18 ans, étudiante en 2e année à Sciences Po. Les intentions de vote annoncent 14% pour votre parti. Et c'est un peu une déception, en fait, pour vous qui souhaitez être en course avec le PS. Alors, est-ce que vous souhaitez adopter une stratégie électorale particulière pour ces dernières semaines à venir? Et si oui, laquelle? Alors, d'abord, je vais vous dire quelque chose de très brutal mais très vrai, c'est qu'on n'est pas déçu par les sondages, on peut être déçu par le résultat de l'élection. Mais quand l'élection n'a pas eu lieu, les sondages existent, et je pense que c'est une photographie du moment, mais si on commence à faire de la politique le nez sur les sondages, d'abord en ce qui concerne les écologistes, jamais de la vie on aurait été candidat à aucune élection, et peut-être bien qu'après la présidentielle, on aurait fermé boutique. Donc vous voyez que la question des sondages est une question certes intéressante, mais pas prédominante. Pourquoi? Et là, je vais être encore plus ferme, c'est parce que quand on fait de la politique, ou quand on choisit des stratégies électorales, ou des orientations qu'on défend, on le fait pas parce que ça marche avec les électeurs. Sinon, ça s'appelle faire du marketing électoral. Et moi, je me refuse à faire de la politique, à utiliser les outils les plus évidents de la communication et du marketing pour faire de la politique. Parce que sinon, la place des convictions, la place de l'analyse de la situation, et par exemple pour nous, l'analyse de la crise qui repose sur un modèle de développement basé sur le court terme, le gaspillage des ressources naturelles et qui nécessite d'être profondément remis en cause, c'est pas un choix de stratégie électorale, c'est vraiment un choix d'analyse de la vie de nos sociétés, de la vie de notre planète et la volonté d'y répondre. J'espère que tu as été satisfaite par la réponse de Madame Duflot. On passe tout de suite à la question suivante de Anna. Si tu... Bonjour. Alors dans votre programme, vous soulignez une conception importante qui est la solidarité. Et j'aimerais savoir comment vous envisagez de déployer vos moyens au service de la solidarité lorsque vous mentionnez les autochtones, les populations autochtones, dans votre programme. Oula. Alors, sur la solidarité en général, je vais vous donner un exemple parce que, par exemple, sur ce qui fonde, je pense, quelque chose de plus original dans le projet que défend Europe Écologie en région Île-de-France, c'est la volonté de créer une véritable solidarité entre les territoires. Aujourd'hui, il y a une inégalité de moyens selon, justement, qu'on est un électeur de Paris, de certaines communes du 93 ou du 94 ou du 92. Il y a un vrai problème de partage des richesses et notamment de partage des richesses fiscales entre les différents territoires de l'Île-de-France et on a plusieurs propositions. Mais comme j'ai un temps très limité, pour ceux que ça intéresse vraiment, il y a nos propositions en 140 propositions qui figurent sur le site internet, donc sur les questions à la fois fiscales, de partage des ressources et sur les questions financières. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à notre site internet qui rend les choses de manière plus approfondie. Et ensuite, c'est vrai que parmi nos propositions, il y a une vraie volonté d'intégrer dans la dimension des politiques régionales la solidarité avec le Sud, d'intégrer aussi une relation avec les régions d'outre-mer, qui sont pour nous des éléments très importants, parce qu'une grande partie d'habitants originaires des régions d'outre-mer vivent dans la région Île-de-France, bien plus que dans toutes les autres régions françaises. Mais c'est vrai qu'intégrer en permanence le lien avec les pays du Sud, la nécessaire solidarité et la décision et l'impact sur nos décisions de pays du Nord, sur les conséquences de nos politiques dans les pays du Sud, c'est quelque chose d'évidemment essentiel pour les écologistes. Merci beaucoup. Il vous reste 1 minute 38. Est-ce qu'il y aurait rapidement une dernière question de la part du panel? Est-ce que quelqu'un aurait une question rapide à poser à Madame Duflot? Oui, bonjour Rémi, je suis étudiant à Sciences Po. J'aimerais revenir sur la première question de Benoît, en fait, parce que depuis 10 minutes, vous avez fait aucune proposition concrète, je trouve. Ah non, vous n'allez pas jouer au vrai faux journaliste. Je joue pas au vrai faux journaliste. Non, quand j'explique... Quand je vous parle d'isolation des bâtiments, et puis moi je veux bien respecter vos règles du jeu, mais sinon à un moment je vais vous dire un truc très brutal. Hier, il se trouve que j'ai passé, vous pourrez voir le résultat, j'ai passé 2 heures avec des lecteurs du journal gratuit, et Dieu sait qu'on a pu critiquer la presse gratuite de Métro, avec qui on a pu rentrer dans les propositions. Mais c'est vrai qu'en 5 minutes, moi je prends la parole et je vous explique encore pendant 20 minutes tout ce qu'on défend, notamment par exemple sur la question du programme logement. Le programme logement qui est une compétence que la région a, mais vous voulez des propositions concrètes? Vous en avez pour 1h30. Sur le programme logement, je vous donne un exemple quand même concret. Nous, on veut doubler le budget du logement. Je rappelle quand même que intervenir sur les questions de logement, sur les questions de culture, sur les questions de solidarité, de politique sociale, de soutien à l'économie sociale et solidaire, toutes ces compétences prises par la région Île-de-France, notamment depuis 2 mandatures, seraient supprimées si la réforme des collectivités territoriales présentée par le gouvernement arrive à son terme, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus la possibilité d'intervenir hors du champ des compétences automatiques de la région, c'est-à-dire que la clause de compétence générale sera supprimée. Donc déjà, je voudrais rappeler que pour nous, c'est très important que la région, qui est un outil et qui est un périmètre très important, très pertinent pour créer de la solidarité, soit maintenue, non, je m'en fiche, soit maintenue en lien
avec notamment la dimension européenne. Donc sur le logement, je termine. Un exemple très concret. On défend l'isolation de 200 000 logements dans les 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 effets bénéfiques. Premièrement, une division par 2 du prix des charges. Et la question de la précarité énergétique, aujourd'hui, c'est une question absolument centrale. Il y a des gens qui, aujourd'hui, dans notre région, n'ont plus les moyens de se chauffer. Ça a une deuxième conséquence évidente, puisque 30% des émissions de gaz à effet de serre sont issues du chauffage des bâtiments, et notamment des bâtiments d'habitation. Donc ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, ça permet de créer de l'emploi durable et non délocalisable dans un secteur qui est un secteur durable, celui des économies d'énergie et celui de l'isolation. Donc voilà le type de mesure qui, pour nous, comme je le disais tout à l'heure en introduction, est cohérente sur plusieurs champs. C'est pas juste des éléments gadgets et j'allais dire temporels. C'est vraiment pensé comme une cohérence globale. Merci beaucoup pour votre réponse. Cette fois-ci, j'espère que le panel a été satisfait. On va tout de suite passer à la 3e partie sur les questions de la salle avec Rémi. Est-ce qu'il y aurait des questions de la salle? Vous avez 5 minutes. Je sais que c'est toujours un petit peu difficile. Je vois qu'au premier rang, il y a une main qui se lève. Et il y a beaucoup de mains qui se lèvent, 2, donc c'est très bien. On va commencer par le premier rang. Je suis désolé, c'est un peu partial, mais c'est moins fatigant pour moi. Donc je vais vous demander de vous lever et de vous présenter et ensuite poser votre question. Bonjour à tous, Pierre-Henri, 5e année. Petite question, vous avez déclaré dans le Figaro, enfin c'était repris par le Figaro, qu'avec Jean-Paul Huchon, c'était le statu quo. Alors qu'allez-vous faire si vous arrivez derrière Jean-Paul Huchon? Allez-vous fusionner et continuer le statu quo après 12 ans de gouvernance ensemble de la région? Merci. Alors d'abord, j'ai pas dit avec Jean-Paul Huchon, c'est le statu quo. Et ça n'a pas été repris comme tel, à juste raison, parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'aujourd'hui, en matière de politique, notamment de politique économique, le statu quo n'est plus possible, et je le maintiens. C'est-à-dire une politique qui considérerait soit comme un certain nombre de déclarations gouvernementales actuelles qu'on va attendre le retour de la croissance, comme dirait Pierre Larouturou, c'est comme Saint-Rita, on va se mettre à genoux en attendant le retour de la croissance, soit on engage des politiques économiques en faveur d'un emploi durable, non délocalisable, et qui répondent justement à la remise en cause du modèle basé sur le court terme, basé sur le gaspillage des ressources naturelles, basé sur une utilisation extrêmement brutale, notamment des ressources des pays du Sud, et sur finalement le fait d'assumer une inégalité croissante dans le partage des richesses entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais aussi au sein de notre pays. On sait très bien que la croissance telle qu'on l'a connue dans la deuxième moitié du XXe siècle est allée de pair avec un accroissement de l'inégalité du partage des richesses dans nos pays occidentaux qui est aujourd'hui devenu finalement assez insupportable. Donc c'est remettre en cause cette logique-là. Ça veut dire aussi, et je le dis le nez sous le chronomètre, changer de valeur aussi. Ça veut dire remettre de la coopération plutôt que de la compétition, de la lenteur dans un monde qui ne veut que du court terme, être capable d'avoir des décisions à moyen long terme. Et je le dis, les écologistes sont aujourd'hui les seuls à avoir et à assumer une politique industrielle qui n'a pas le nez sur les résultats à 6 mois d'une entreprise, parce que si on veut réfléchir à la question de la place de la sidérurgie ou du raffinage dans un univers où il va y avoir une raréfaction programmée qu'on connaît des ressources fossiles, on est obligé d'avoir cette logique du moyen et du long terme. Mais ça vous contrarie, hein? Non, ça me contrarie pas du tout. Vous avez la parole. Tout de suite, on part à une deuxième question de la part J'ai eu une deuxième question ici, alors même épreuve. Bonjour Madame Duflo, Nicolas, Bonjour. 5e année. Vous avez déclaré qu'il faut assumer... J'en ai déclaré des trucs. Oui, vous en avez déclaré. Qu'il faut assumer une solidarité territoriale au niveau de la région. Et la mesure emblématique de cette solidarité, c'est notamment le pass Navigo à 65 €. Parce qu'un smicard de banlieue, c'est difficile pour lui de se payer un pass hors de prix. Mais qu'est-ce que vous répondez au smicard de Paris qui, lui, a des conditions de vie aussi difficiles et qui va payer plus cher pour le même service parce qu'il n'ira pas en banlieue malgré tout? Alors d'abord, 2 choses. Sur la question de la solidarité fiscale, nous on a vraiment la volonté aussi d'utiliser les moyens de la région et notamment le fonds de péréquation entre les territoires pour que de manière institutionnelle, que ça ne repose pas que sur les individus, on organise cette solidarité fiscale. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on l'intègre aussi dans la manière dont la région passe des contrats avec les communes ou avec les départements. Aujourd'hui, la région a passé un contrat avec le département du 94 et un contrat avec le département du 92 qui sont abondés par des fonds régionaux à la même hauteur, alors que les ressources propres de chacun des départements sont évidemment, et vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, totalement différentes. Ça, c'est le deuxième point. Sur la question du pass vert, ce qui est très intéressant, c'est que justement, j'évoquais la situation du pass vert hier, et il se trouve que c'était la personne en question était un chômeur parisien qui était très favorable à cette mesure. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous faites un déplacement, on va parler très concrètement, si vous avez un pass Navigo 2 zones pour Paris intramuros, c'est que vous faites un déplacement en banlieue. Si vous cherchez du travail, c'est fréquent. Il est amorti. L'augmentation de 4,50 € pour un salarié est amortie en un mois par un déplacement hors de la zone.
C'est une réalité. Enfin, je sais pas si vous connaissez les tarifs des billets entre la banlieue et le centre de Paris. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on peut faire un choix démagogique qu'on sait qu'il se réalisera jamais, c'est de dire on va faire un pass unique à 30 €. Il y en a qui l'ont proposé. Yves Gégaud l'avait proposé parce que lui, il est maire de Montereau, dans le sud de la Seine-et-Marne. On sait que c'est aujourd'hui financièrement inatteignable par la région. Nous, on a fait le choix d'une mesure qui est une mesure pragmatique, c'est-à-dire réalisable. Et j'espère d'ailleurs bien que, quelle que soit la configuration de la majorité, dont j'espère qu'elle sera de gauche à l'issue de cette élection, nous le mettrons en œuvre. Parce que c'est 152 millions d'euros sur un budget de 4,5 milliards, c'est tout à fait possible. Cette solidarité, oui, c'est vrai qu'elle existe et qu'elle repose en partie sur ceux qui habitent au centre de Paris, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les smicards, ils sont moins logés à Paris qu'ils ne sont obligés de se loger en périphérie et en particulier en grande banlieue et de payer leur passe Navigo 123 € et pas 60. Donc c'est une vraie réalité aujourd'hui de la volonté que nous avons de faire vivre une vraie solidarité et aussi de donner accès à l'ensemble de l'Île-de-France. Parce que cette réalité-là, ça voudra dire que le week-end, sans dépenser 1 € de plus ou sans dépenser 15 € pour aller à Orsay, la personne dont vous parlez, elle pourra aller se promener en forêt de Fontainebleau, elle pourra aller voir sa grand-mère à Cergy sans dépenser 1 € de plus et sans être assignée à l'endroit où elle habite parce qu'elle aura, dans une logique d'efficacité, un pass pour 2 zones. Donc c'est vraiment, je pense, une mesure qui d'ailleurs commence à porter ses fruits parce que je remarque que ceux qui avaient de grandes objections en ont beaucoup rabattu parce que pour faire campagne depuis des semaines et des semaines, je constate quand même qu'elle est énormément appréciée parce qu'elle a profondément du sens, à la fois en termes de solidarité, d'efficacité et de praticité. Merci beaucoup, merci d'avoir respecté aussi le temps. Tout de suite, on va passer aux questions des internautes de rue 89 avec Julien Martin. Est-ce que Julien a quelques questions de la part des internautes avec Oui, Camille alors aussi. je donne tout de suite la parole à notre ami Julien Martin. Bonjour Madame Duflo, je pense que c'est vous qui avez le plus de questions, je crois, parmi les commentaires. On a une première question sur les relations Paris-banlieue. Madame Duflo, pourquoi n'énoncez-vous pas plus fort les problèmes urbanistiques de l'agglomération parisienne, entre autres l'existence de cités ghettos dégradées, le fossé Paris-banlieue et le problème de déplacement banlieue-banlieue, dont on vient de parler? Alors là, c'est toujours difficile de répondre à cette question quand on a l'impression de parler de ça chaque jour. Ah, vous avez plus de micro. Vous avez dépassé votre chronomètre. C'est dur la vie ici. Juste un point. Si on parle de problèmes de banlieue à banlieue tout le temps, j'en ai parlé d'ailleurs très récemment en parlant de la question du péage urbain qui est proposé par Chantal Joanneau, en disant que le problème aujourd'hui des gens qui sont contraints d'utiliser leur voiture, c'est qu'ils ont en majorité des déplacements de banlieue à banlieue. Que quand on parle de la saturation d'un certain nombre de lignes, je pense à la question de la ligne 13 par exemple. On sait qu'il y a aujourd'hui 1/5 des déplacements de gens qui utilisent la ligne 13 chaque jour, qui n'auraient pas besoin de passer par cette ligne, qui devraient pouvoir notamment aller de Saint-Denis à la Défense sans passer par le centre de Paris. Alors, si on va plus loin, vous avez votre internaute a pointé la question des quartiers de relégation qui ont été décidés. Hein, c'est pas un hasard. Ces quartiers ont été fabriqués. Ils sont non seulement loin des moyens de transport, ils sont excentrés, mais ils sont aussi loin des lieux de culture. Ils sont aussi loin des lieux de vie. Ils sont parfois loin des lieux où on peut avoir accès aux soins et à la santé. Donc, on est dans une situation de nécessité de rééquilibrage du territoire. Et c'est aussi pour ça qu'on est si opposé à la fois au Grand Paris tel que le présente Christian Blanc, qui contribue à renforcer cette logique de pôle qui est une situation aujourd'hui désastreuse pour l'Île-de-France parce qu'elle oblige à des déplacements qui sont chaque jour 50% plus élevés que dans toutes les régions françaises. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, dans une des agglomérations les plus denses d'Europe, sinon l'agglomération la plus dense, on a 50% de temps de déplacement supplémentaire à tous ceux qui vivent, y compris dans les régions les plus périphériques et les plus rurales. Donc il y a un vrai dysfonctionnement qui est la question de la proximité, lieu de domicile, lieu de travail notamment. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup et dans notre projet, pour aller aux propositions concrètes, vous pourrez vérifier, nous voulons travailler absolument à la réduction du temps de transport, donc c'est les liaisons de banlieue à banlieue, c'est la mise en place tout de suite des 60 bus de liaison de banlieue à banlieue express, mais c'est aussi le développement d'Orbival et de toutes les tangentielles ferrées qu'on peut mettre en place sans attendre 25 ans et 20 milliards comme l'envisage éventuellement le Grand Paris. Et enfin, c'est la création de télécentres, c'est-à-dire de lieux de travail qui soient des lieux partagés à proximité des lieux d'habitation et notamment dans tout l'est de l'agglomération francilienne, qui permettent à ceux qui sont aujourd'hui contraints de prendre le RER A parce qu'on a sectorisé les lieux d'habitat sur l'est de l'Île-de-France et les lieux de travail à l'ouest, d'ailleurs avec un certain nombre de propositions qui voudraient renforcer le nombre de bureaux à la Défense. Ça permettrait de rapprocher le lieu de travail et le lieu de domicile et donc de réduire le temps de transport très rapidement. Peut-être une autre question des internautes ?
Une autre question, question bien locale en Ile-de-France et à Paris, mais qui peut s'appliquer partout. Qu'est-ce qui sera fait, enfin qu'est-ce qui sera promis pour qu'on puisse faire encore plus la teuf à Paname en considérant les trucs du genre pas faire chier les voisins, pouvoir rentrer sans prendre la bagnole, pas se faire emmerder par les flics et que ça soit un peu plus simple de pouvoir ouvrir un troquet qui ne soit pas un PMU à la con qui diffuse la radio et ferme à 19h. Oula! En gros, les problèmes de la nuit parisienne. Alors sur ce sujet-là, alors c'est dommage parce que je suis pas la plus grande spécialiste du sujet, mais nous on a organisé dans certains, je sais pas que je suis la spécialiste des bars PMU non plus, hein, mais on a organisé justement des lieux où on peut avoir des instances de concertation, c'est-à-dire de pas choisir par principe un camp versus l'autre camp, parce que c'est comme ça que ça peut se simplifier, notamment avec les politiques qui rencontrent des riverains qui sont complètement fatigués de leur vie et du bar ou de la boîte qui se trouve au bas de chez eux, etc. Mais trouver les moyens de permettre une vie commune en intégrant les contraintes des uns et des autres. Donc ça, c'est un élément qui pour nous est important, en sachant que personne dans ce genre de situation, personne n'a raison l'un contre l'autre, mais qu'il faut trouver les moyens du vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose d'important parce que avoir des banlieues totalement résidentielles ou même un centre de Paris totalement résidentiel vide, sans aucune vie ni nocturne ni diurne d'ailleurs, parce qu'il y a des endroits qui sont désertés par les magasins, c'est pas une solution non plus. Donc c'est vraiment la question de la mixité des usages, mais je ferai le lien avec la question précédente. Pour nous, il est très important de faire vivre l'ensemble des fonctions sur une même zone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, y compris à 10 km de Paris, il y a des gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller acheter du pain, parce qu'il n'y a plus de boulangerie à proximité. Donc la mixité des fonctions au sein d'un même quartier, pour nous, c'est quelque chose de très important. Après, sur la question du bruit, parce que il y a la question du bruit qui est évoquée, c'est vrai que on a beaucoup travaillé avec Bruit Paris à cette question-là, qui touche beaucoup de gens, mais qui touche pas uniquement les riverains des boîtes ou des bars qui font la fête tard le soir, qui touche aussi essentiellement les riverains des aéroports. Donc c'est un autre sujet, mais c'est le même, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait de la discussion et du dialogue entre les acteurs concernés avec personne qui n'a raison pour tout le monde. La petite mesure pour qu'on puisse faire la teuf et picoler sans qu'on se fasse emmerder par les flics, c'est ça? Alors déjà, il y en a une vraie, c'est que nous, on est favorable évidemment à l'élargissement des transports la nuit, mais au billet à 1 € après 20h et le week-end. C'est-à-dire qu'au moins, allez, on pourrait échanger 2 bières en plus contre l'aller-retour Orsay-Paris à partir de 20h. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. On passe tout de suite à la dernière partie de ce 5x5 avec la conclusion. J'aurais une petite question. Je vous ai regardé sur France 3 dimanche soir et tous les candidats se sont un petit peu énervés, je dirais même se sont un peu excités sur les questions du Grand Paris. Et vous avez dit que le Grand Paris avait été décidé dans un bureau où on avait colorié une carte de Paris. Et vous avez lâché une petite phrase, et je ne sais pas si certains du public qui sont présents aujourd'hui l'ont relevé, mais vous avez dit que ça profitait pour des opérations immobilières juteuses pour certaines personnes. Est-ce que vous pourriez être plus précise dans vos accusations? Oui. C'est pas une accusation, c'est une analyse très précise où on a décidé, le Grand Paris, on dit le Grand Paris, mais c'est vraiment, en fait, c'est très très triste, hein, parce qu'en fait, on a réussi à faire cette association d'esprit. Si vous vous souvenez, 10 équipes d'architectes internationaux ont été amenées à travailler et à réfléchir sur l'avenir de l'agglomération. Il y a eu des choses avec lesquelles on peut être d'accord, avec lesquelles on peut être moins d'accord, mais des choses extrêmement intéressantes. Et ça s'est terminé, au lieu d'avoir, j'allais dire, un projet pour l'agglomération francilienne, ça s'est terminé avec une chose, une loi sur le Grand Paris, avec un grand métro et des pôles qui seraient sur lesquels l'État pourrait intervenir hors du contrôle des collectivités locales autour des grandes gares. Voilà. Donc les pôles autour des grandes gares, on sait comment ça marche. En général, ça passe par un établissement public. C'est façon la Défense ou façon d'autres réalisations qu'on a pu connaître, à proximité des moyens de transport, reliés directement aux aéroports ou à la Défense. Donc c'est vraiment dans une logique de sectorisation et de renforcement de la sectorisation. Je vais vous donner un autre exemple pour être un peu plus brutal. Vous connaissez tous ici, j'imagine, l'histoire d'Orsay et du plateau de Saclay. Vous savez que l'idée, c'est de faire une Silicon Valley à la française. Alors tout le monde entend cette formule. C'est comme quand on parle du nucléaire, on parle d'indépendance énergétique. Ça veut rien dire. La Silicon Valley, placée à l'échelle du territoire de l'Île-de-France, ça va de Cergy-Pontoise jusqu'à Fontainebleau. C'est pas uniquement sur un plateau agricole. Et bien à Saclay, on veut faire déménager l'université Paris 11 de l'endroit où elle se trouve aujourd'hui, en fond de vallée, juste à côté du RER, pour la faire remonter sur le plateau, à la place des terres agricoles qui sont parmi les plus fertiles d'Île-de-France, loin des moyens de transport, avec aucune possibilité d'habitation à proximité. Mais on sait très bien que c'est exactement ce qui a pu se faire avec un certain nombre de bâtiments, soit administratifs, soit universitaires, soit hospitaliers, et je pense là tout en particulier à l'hôpital Trousseau, c'est qu'on libère du foncier
très bien situé, à proximité des transports en commun qui existent, et on sait ensuite qu'en général, la destination de ce foncier récupéré, il a quand même pour destination des opérations immobilières qui bénéficient à quelques-uns. C'est pas une accusation, c'est une supposition, et bizarrement, je pense que l'histoire sur ce sujet-là a souvent donné raison à ceux qui s'inquiétaient des opérations immobilières réalisées sur des fonciers libérés qui avaient initialement un objectif d'intérêt général. Écoutez, merci pour vos réponses. Règle du jeu, vous avez un cahier qui est juste sur la table. Il y a une question que Jean-Paul Huchon vous a laissée à la première page. Voilà. Alors je vous invite à la lire. C'est la règle du jeu. Vous laisserez une question au candidat suivant qui est Alain Dolium. Lisez tout de suite la question de Monsieur Huchon et répondez-y. Alors, chère Cécile, mais moi j'ai posé de questions à personne, c'est normal? Si, vous allez poser une question juste à la fin à Monsieur Dolium et vous l'écrirez sur un petit cahier. D'accord. Sur le cahier. La question environnementale est un enjeu sur lequel la région s'est déjà engagée et sur lequel il faudra que nous continuions à travailler ensemble dans les années qui viennent. Je propose des dispositifs de transition afin que le changement de modèle économique ne se fasse pas au détriment de la situation sociale des Franciliens, notamment des salariés. Que proposes-tu comme mécanisme concret pour que le changement de modèle se fasse sans dégâts sociaux? C'est vraiment une question de Jean-Paul Huchon, c'est authentique. Et on l'a reçu par mail, oui. Alors, d'abord, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas croire, parce que c'est pas une question, c'est un sous-entendu. Le sous-entendu, c'est vous les écolos, vous êtes sympas, mais votre priorité, c'est le réchauffement climatique, c'est la sauvegarde de la planète, et pour ça, vous n'avez pas de problème pour sacrifier les plus fragiles qui seront les premières victimes. C'est faux. Aujourd'hui, les principales victimes du dérèglement climatique, les principales victimes de la précarité énergétique, on annonce une hausse du prix du gaz dans les semaines qui viennent, ce sont déjà les plus fragiles. Ce sont déjà ceux qui souffrent, ce sont déjà ceux qui sont au chômage, ce sont déjà les personnes âgées qui ont un niveau de retraite insuffisant, etc., etc., etc. Donc notre modèle de société, qui n'est justement pas un modèle avec un grand M majuscule, c'est de réparer ces inégalités, c'est de lutter contre les inégalités et de se dire, comme je l'ai démontré avec les logements, que quand on lutte contre la précarité énergétique, on peut dire la priorité c'est lutter contre le dérèglement climatique, mais la conséquence immédiate c'est la division par 2 des charges, et y compris de ceux qui vivent dans des logements, en particulier des logements sociaux qui ont été construits au mépris du bon sens et qui aujourd'hui ne peuvent pas être chauffés dans des bonnes conditions. Donc croire que l'écologie n'a pas au cœur de ses préoccupations à la fois le partage de richesses, la diminution des inégalités telles qu'elles existent et la volonté de travailler sur une société avec de l'emploi pour tous, un meilleur emploi et durable et non délocalisable, c'est se tromper. Mais on a le droit de se tromper. Mais je lui réexpliquerai à Jean-Paul Huchon. Écoutez, merci beaucoup Madame Duflo d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite, je vais vous donner un stylo et je vous inviterai à marquer une question pour Alain Dolium, le candidat du mouvement démocrate, qui vient juste après vous. Voilà. C'est obligé, hein. Mais si vous voulez pas, Mais c'est un jeu où je suis obligée de respecter les règles, mais je sais pas ce que je gagne. Donc, mais vous avez vu, je les respecte quand même. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vous invite quand même à vous intéresser. Vous m'accordez une minute? Si vous me donnez 1 minute, je vous remercie beaucoup, je vous remercie de votre accueil et de votre attention. Mais si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à vous pencher avec un petit peu plus de détails. Notre programme qui a été énormément travaillé et rentre beaucoup dans le détail, dans, j'allais dire, la cohérence des mesures qui sont développées. Et puis il y en a 140 des propositions concrètes. Donc si vous êtes en manque, je pense que vous en trouverez au moins 2 ou 3 qui vous séduiront totalement. Merci beaucoup. Merci à vous. De ce côté, vous voulez écrire la question sur... D'accord.